Bonsoir à tous et bienvenue dans la case de la politique. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Goa, le président de l'Union calédonienne. Monsieur Goa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors au sommaire de l'émission, 4 grandes séquences ce soir. On commencera avec les questions d'actualité. On va reparler de l'inscription des Kanaks sur la liste électorale pour le référendum et des problèmes de délinquance. Puis un reportage en immersion avec Daniel Goa dans le Nord et à Nouméa. Ensuite, notre rubrique « Les questions qui fâchent ». Et enfin, pour terminer, une séquence « Mon pays » où Daniel Goa nous expliquera quelle est sa vision de la Calédonie après 2018 et du référendum. Mais tout de suite, Daniel Goa, on va commencer très rapidement par votre portrait avec quelques photos. C'est la séquence « L'invité ». Alors Daniel Goa, bonsoir, vous avez 63 ans, vous êtes marié, père de 4 enfants, vous êtes le président de l'Union calédonienne, l'UC, depuis 4 ans maintenant. Ce que les Calédoniens savent peut-être moins, c'est que vous avez passé beaucoup de temps en France, 13 ans je crois, et on a une photo justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors ça c'est la photo de mes camarades de stage, puisque après le service militaire, je suis resté pour faire une formation en mécanique. Et donc, c'est à la fin de notre stage, c'est la photo de famille avant de se quitter. Et donc, finalement, vous êtes resté un grand nombre d'années en métropole, 13 ans en France en tout. Ça a été les années 80, la période des événements. Du coup, quand vous êtes revenu en Calédonie, est-ce que le fait d'avoir été absent pendant les événements, ça vous a motivé encore plus pour vous impliquer ? Quand on est arrivé ici, c'est après les événements de 88, donc les choses sont, la signature de l'accord de Matignon vient de se passer, donc les choses ont tendance à se calmer. Mais quand on est en France, on ignore tout de la réalité du terrain et donc on n'était pas sûr de pouvoir atterrir à Tontouta. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup se sont jetés dans les avions pour rentrer avant que ce soit fermé. C'est la crainte qu'on avait, mais en France, on faisait un travail de terrain pour répercuter les messages de FLNKS un peu sur toute la France, l'Europe du Nord proche, du Sud, l'Espagne, Portugal, et puis les pays des Antilles. Donc même loin, vous militiez déjà. Du coup, oui. vous rentrez, je disais, en 88. On va découvrir des photos de famille cette fois-ci. Alors, de quoi il s'agit ? La photo de gauche, c'est celle du mariage que j'ai célébré avec mon épouse en 2003 à la tribu de Cavatch, ma tribu. Et puis celle de droite, c'est mes 2 filles et mon garçon. Alors Yinguen, évidemment, c'est important pour vous, vous êtes là-bas. D'ailleurs, votre premier mandat électif en 95, ça a été à Yinguen comme conseiller municipal et vous êtes maire de la commune depuis 2014. À ce titre, cette année, vous avez reçu Manuel Valls, on va voir une photo. C'était un moment important pour vous ? Oui, parce que c'est la première fois où une personnalité de l'État rend visite à l'équipe de la municipalité. Dans une mairie qui est toute neuve et qui est une belle mairie puisqu'il obéit aux normes HQE. Et donc c'était un honneur pour nous de recevoir une personnalité de l'État. Et là, la photo, là, c'est sur le recueillement sous la tombe de Jean-Marie, où on a son épouse, son fils, et ensuite Madame Isabelle Lafleur, que j'ai tenu à inviter auprès de Mme Tchibao pour marquer la poignée de main. Très bien. Alors, on va passer maintenant aux questions d'actualité, Daniel Goa. Alors Daniel Goa, on va commencer avec la question de l'inscription automatique des Kanaks sur les listes électorales pour le référendum que vous demandez. Vu les délais, l'État a clairement expliqué que ça allait être quasiment impossible de faire cette inscription automatique. Pourquoi ne pas inciter tout simplement les Kanaks à aller s'inscrire ? Nous, on a l'accord de Nouméa, c'est en 98, donc je rappellerai simplement que ça a été notre cheval de bataille, le corps électoral, puisque nous avons menacé en 98 de boycotter le référendum, jusqu'au moment où ça a été acté.
le caractère figé du corps électoral. Malheureusement, au fil des années, on s'est rendu compte qu'on a continué à le faire glisser. Donc c'est le tableau annexe qui normalement devrait être fermé, mais elle est toujours ouverte. Ça fait que les gens arrivent par le haut et ressortent par le bas pour aller sur la liste. Et donc c'est notre combat depuis 1998 jusque-là. On n'a pas arrêté d'interpeller l'État et malheureusement, là, on va nous reprocher le fait qu'on soulève une question de cette importance aussi tardivement. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons toujours été sur ce... Je comprends, il y a les principes, mais après, il y a la réalité. Si ça devient impossible, si c'est impossible techniquement, etc., de faire les modifications de la loi organique, etc., est-ce que, du coup, ça va être quoi votre position? Vous allez appeler au boycott, comme le Parti travailliste? Nous disons que c'est possible. De boycotter? Non, c'est possible de faire inscrire automatiquement. On peut, comme on a vécu sur la liste il y a quelques années, on peut le faire par un acte politique et non pas juridique. Donc ça, on l'a déjà discuté avec l'État, cet aspect de l'approche que nous avons, puisqu'on est bien conscient qu'on est pris par les délais. Donc il y a un acte politique fort à faire. Ça serait quoi, un acte politique? Ce serait que l'État inscrive les gens automatiquement. Quand même, s'inscrire sur les listes électorales, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller à la mairie avec une pièce d'identité et une preuve de domicile. Pour un mineur, ça peut être juste pour un jeune, ça peut être une lettre des parents. Honnêtement, vous trouvez ça compliqué d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Comme en 1853, on aurait trouvé compliqué d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Donc, le chemin inverse, c'est la responsabilité de l'État. Sur les deux bouts, l'État doit amener les solutions à ce problème, puisqu'en 2018, il faut rendre le résultat crédible. Mais la responsabilité des élus locaux, c'est pas justement de nous amener à avoir un scrutin, vous parlez de crédibilité, où justement tout le monde plus largement est inscrit et puisse voter? Parce que là, on a quand même l'impression d'une posture qui risque de conduire à un scrutin qui peut-être va être contesté. D'abord, c'est l'objet de notre combat depuis 1998, donc ce n'est pas quelque chose qui vient de sortir là, ce n'est pas une posture. Et puis, dans un deuxième temps, c'est que je reviens un peu sur la démarche philosophique, c'est que le peuple premier n'a pas demandé à être français. Oui, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, c'est une demande tout à fait logique du retour de l'ascenseur et appuyée sur les résolutions de l'ONU. Juste sur l'inscription automatique, on entend dire aussi que ça pourrait être un moyen d'obtenir facilement des procurations des jeunes gens, parfois dépolitisés, pour voter à leur place. Vous répondez quoi à ça? Est-ce que c'est un moyen d'obtenir des procurations par la suite? Ça, on l'a entendu, hein, mais ce sont des arguments, je veux dire, bassement techniques. Nous sommes une démarche politique. Comme l'accord de Nouméa, ça a été une démarche politique. Comme l'accord de Matignon, ça a été une démarche politique. Nous sommes dans une étape de décolonisation. Malheureusement, les gens, nos partenaires, ne l'entendent pas de cette manière, ne l'acceptent pas d'ailleurs. Daniel Goa, on va regarder le reportage qu'on vous a consacré. On va vous voir justement sur le terrain, à l'UC et puis dans vos fonctions à Yingen. On regarde. Les trois quarts du quotidien d'un élu du Nord, c'est sur la route. Et à plus forte raison s'il est maire, parce qu'il fait le congrès et ensuite il redescend la province et il va à la mairie. Donc souvent, c'est pour 4 heures de réunion, on a déjà fait 6 heures de route. Comme quoi le rééquilibrage, il a encore, rééquilibrage et décentralisation, il a encore 2 beaux jours devant lui. Là, c'est la photocopieuse, là, c'est la secrétaire générale, bureau du comptable, toilette, douche, coin cuisine, repas, avec la poule.
Il donne un peu de vers un peu appel d'offres. On allait vers une société. On a dit une condition. On lève tu enlèves 15 millions, voilà. Ça te resitue. En Aqua, je crois qu'il était à 9 millions et quelques. Tu viens pour Oscar Femaro? Il n'en est pas question. Je sais. Pourquoi? J'ai pas le temps, il pleut. Après, il m'a fait David, quand il y a des emplois qui se créent, des chantiers qui se mettent en place, on essaie de prioriser, de placer nos gens. Mais qui viennent pointer déjà? Il ira pointer. Ah, oui, okay. Ça ne ressort pas de l'étude du Medipol, c'est à prendre en charge par la CAF. La mise en place de cette une organisation. Ça, je fais une démarche vers les jeunes de Saint-Louis là. J'ai demandé à les jeunes que j'ai vus tout à l'heure, c'est qu'ils fassent le recensement d'une dizaine, vingtaine de jeunes qui peuvent identifier là-haut et regarder le niveau de diplôme et regarder est-ce que les jeunes ont quoi comme rêve pour leur insertion professionnelle. Il ne faut quand même pas leur cacher qu'on fait un pays, c'est pas pour faire les tours de con comme ils font là. Donc les politiques, on ne cautionne pas tout. Mais en même temps, il faut être à l'écoute, puis trouver des solutions à leurs problèmes. Faire boire. Oui, c'est ça. OK. Ça y est, la séance est presque finie. Et là, je me tape encore 300 km de route pour rentrer à Koné. Merci bien. Alors Daniel Goa, des journées bien occupées. Hein. Dans le sujet, on vous voit vous préoccuper du problème de Saint-Louis lors de la réunion de l'UC. Vous dites qu'il ne faut pas cacher aux jeunes qu'on fait un pays, c'est pas pour que ce soit le bazar, quoi, en gros. Hein. Ce discours-là, est-ce que vous, responsable indépendantiste, vous l'avez tenu suffisamment clairement aux jeunes, justement? Saint-Louis, d'abord, c'est 1%, à peine 1% des jeunes qui... Même pas 1%, hein, quand on regarde bien. Ouais. Simplement, c'est que, par le biais des médias, par le biais de tous les moyens de communication, les réseaux, eh bien, ont fini par grossir la question, mais tout en sachant qu'il y a quand même quelque chose comme 20 000 personnes qui sont victimes de la situation. Mais ce que vous dites là, dans cette réunion, est-ce que vous le dites suffisamment aux jeunes? Est-ce que, parce qu'on a l'impression qu'on n'entend pas suffisamment les élus indépendantistes tenir ce discours-là de responsabilité aux jeunes. C'est ça. Est-ce que vous pensez avec le recul que peut-être vous avez mal communiqué avec ces jeunes? Les jeunes, il n'y a que Saint-Louis que ça arrive. Il y a Saint-Laurent, là, il y a eu quand même des exactions un peu similaires, moins graves, mais qui sont liées. La tribu de Saint-Laurent, oui. Et le problème de la délinquance, c'est un problème quand même qui est important en Calédonie. Oui, mais encore une fois, vous avez raison, c'est une infime minorité des jeunes. Hein. Non, c'est pour dire ne pas condamner la jeunesse, parce que dans son immense majorité, la jeunesse, elle est aux fonctions de responsabilité, elle est sous les bancs des écoles, des lycées, des universités. Et donc, il y a de l'espoir pour notre avenir ici. Pour les jeunes, ils aspirent à être des acteurs. Malgré tout, quand on prend des décisions au niveau du pays, au niveau des mairies, au niveau des coutumiers, on laisse quand même une partie de ces jeunes sur le bord de la route. Et donc, la démarche qui est là, c'est de les réinterpeller pour dire qu'ils ont un avenir à préparer. Et cet avenir nous est commun et qu'ils ne sont pas seuls au centre du pays et puis personne autour. Donc, ils doivent s'assumer, assumer la difficulté de la vie, parce que la vie n'est jamais simple. Et puis, en même temps, on fait les démarches pour aider ces jeunes à trouver un emploi, à trouver des formations pour s'insérer. Quand même, vous, par exemple, sur Saint-Louis, là, vous condamnez fermement les blocages? Ah oui, parce que moi, j'étais voir le maire de la Conception, du Mont-d'Or, pardon.
On a longuement discuté pour évaluer un peu la situation, partager les informations. J'estime qu'il a très bien géré, qu'il a été la situation, il a été maître. Mais c'est quand même impacté sur les populations liatées du monde hors sud, etc. Donc un message de fermeté. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 jeunes Calédoniens qui sont suivis par le tribunal pour enfants au pénal, hein, donc notamment pour des actes de délinquance. 600 jeunes Calédoniens. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça, selon vous ? Je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte encore, hein, mais je pense que cette mandature-ci, des réformes ont été mises en place, des réformes importantes au niveau du pays, du Congrès. Lesquelles ? Je parle sur l'économie, je parle sur la fiscalité, je parle sur beaucoup de secteurs qu'on a passé au Congrès et dont les textes ont été plus ou moins âprement discutés, parce que ce sont des textes qui mettent en place les socles des réformes qu'on a besoin. Chose qui n'a pas été faite pendant toutes ces années depuis... Mais pourquoi ? Parce que ce soit les indépendantistes ou les loyalistes, vous étiez aux manettes tous, hein. Enfin, on était aux manettes. En province sud. Et c'est un peu un mea culpa là que vous faites ? Et là, je dis que là, on a une équipe qui est en train de mettre en place ces réformes qui vont transformer la société. Ils sont ce qu'elles sont, ils sont perfectibles, mais ils sont déjà en train de se mettre en place. Et ça, c'est une base sur laquelle on peut travailler pour améliorer la situation. Les jeunes aujourd'hui qu'on constate, c'est des résultats d'une situation qui était déjà là. Oui. Donc, et les compétences, c'est la Calédonie qui les avait, hein, je pense à la protection de la jeunesse, l'insertion professionnelle des jeunes, etc. Tout ça, c'est des compétences provinciales. Donc finalement, que ce soit les indépendantistes ou les loyalistes au nord, aux îles et au sud, parce que le problème, il est un peu partout dans le pays, hein, soit en province nord avec Canala, province sud avec le Mont d'Or, effectivement. C'est vrai que nous, les Calédoniens, on se demande un petit peu comment on en est arrivé là, quand même. Mais d'abord, cette délinquance-là, ce n'est pas une fatalité, hein. S'il est là, c'est bien. Voilà, on a dit que c'est là pratiquement instantanément. Donc c'est le résultat de quelque chose. Moi, c'est pour ça que à chacune de mes interventions, j'interpelle les élus du Congrès et ceux du gouvernement pour dire qu'il faut mettre en place des réformes qui tendent vers l'intégration de l'ensemble de cette jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui, la majorité, elle est insérée, mais ceux qui ne sont pas insérés, ils sont capables de faire du bruit. Et avec les réseaux aujourd'hui, les réseaux sociaux, on sait qu'ils peuvent se joindre et les choses vont vite. Bon, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'on pourrait continuer pendant des heures parce qu'on se demande pourquoi justement on n'a pas fait plus. Hein, mais bon, juste pour finir sur cette question, le président du gouvernement, Philippe Germain, a annoncé ce week-end son intention de lancer la construction d'une route qui contournerait Saint-Louis. Très rapidement, pour vous, c'est une bonne solution, ça ? C'est une solution provisoire, mais qui ne règle pas la question de fond. Donc je pense qu'il faut se donner les moyens d'aller régler ces questions-là. On va passer maintenant à notre autre rubrique, les questions qui fâchent. Alors Daniel Goa, on va commencer avec une première question posée par le docteur Jean-Michel Lévesque, qui travaille aux urgences du CHT. Monsieur Goa, l'alcool et le diabète interviennent dans la moitié des coûts de santé en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, votre parti a proposé une réduction des taxes sur la production locale du sucre et de l'alcool. Ne faudrait-il pas plutôt lutter sans complaisance contre la production de ces produits qui nuisent à l'économie et à la santé des Calédoniens? Alors, votre réponse? Je dirais que de mon temps, on ne voyait pas des gens qui passaient 100 kilos. C'est parce que tout le monde mange naturellement, etc. Donc c'est la société de consommation qui est en train de faire ses dégâts. Et aujourd'hui, la discussion qui vient de se passer au Congrès, qui fait partie des réformes dont je parlais, c'est de réduire le taux de sucre dans les aliments. Et donc, c'est peut-être un raté, mais le groupe a, je pense, voulu préserver les emplois malgré tout,
contre les propositions qui ont été données par le gouvernement. Donc là, votre argument, parce que je rappelle aux téléspectateurs que du coup, effectivement, quand il y a eu l'examen au Congrès, votre groupe a proposé vous avez proposé un amendement du coup qui a ramené la TGC, la nouvelle taxe, qui devait être de 22%, et donc vous avez proposé de la baisser à 3% pour les alcools produits localement et pour les produits sucrés. Donc vous, votre argument, c'était de dire on va préserver les emplois. Ni plus ni moins. D'accord. Mais alors là, ce que nous dit le docteur Jean-Michel Lévesque, c'est que l'alcool et les produits sucrés, ça coûte extrêmement cher au territoire. La moitié des dépenses de santé, les dépenses de santé, elles sont estimées à 100 milliards CFP. Donc en fait, tout ça, ça nous coûte 50 milliards par an. Oui, on commence par réduire les importations de sucre et d'alcool, et ensuite on traitera le problème interne. Parce que les 100 milliards, ce n'est pas la production locale. Non, je parle en dépenses de santé. 100 oui, milliards oui. Oui. Non, mais je veux dire, c'est les effets d'une importation de produits. Oui. Donc vous souhaiteriez qu'on abaisse les importations, c'est ça? Les importations, la loi, elle prévoit de faire réduire les taux de sucre et d'alcool. Et donc, je pense que la grosse partie du produit vient de l'importation. Si on veut avoir un impact effectif sur la santé, il faut réduire la masse de ce produit toxique. Donc depuis, c'est vrai que ça fait grand bruit, Calédonie Ensemble et les Républicains ont chacun déposé des projets différents, mais qui vont dans le même sens. Et on augmente les taxes en gros, et puis on supprime la publicité sur l'alcool et les produits sucrés. Est-ce que vous, a priori, vous pensez que vous allez approuver ces textes? Sur la publicité, en France, ça existe depuis presque 40 ans. Moi, avant que je vienne, c'est déjà interdit de faire la publicité, les affichages d'alcool. Et sur les taxes? Et sur les taxes, il y a aussi des mesures qui sont prises pour limiter les taxes. Quand on va dans un magasin, on ne peut pas amener un carton de bière sans une affiche qui dit « j'ai transporté tant ». Mais vous seriez favorable à une augmentation des taxes sur l'alcool? Il faut regarder dans l'ensemble, puisqu'on a pas mal déjà augmenté sur l'ensemble des produits. Mais quand même, après, c'est en termes de responsabilité politique, quand on voit les dégâts de l'alcool, aujourd'hui on parlait de la délinquance, souvent les jeunes délinquants, ils ont bu, quand on voit les dégâts que ça peut faire sur les violences faites aux femmes, les problèmes de santé, est-ce que quand même, à un moment, il va bien falloir faire quelque chose, non? Oui, mais ma responsabilité d'homme politique, c'est d'aller résoudre les causes et non pas les effets. Et donc la taxation, vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne... Je ne suis pas sûr. Si les gens sont demandeurs, on a vu sur la cigarette, on continue d'augmenter et les gens continuent d'acheter et de fumer. D'accord. On va passer à notre deuxième question qui fâche. Cette fois-ci, c'est Farah Kayar qui vous interpelle. Elle est du collectif Femmes en colère. Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, le collectif Femmes en colère a déposé un cahier de revendications au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, leur demandant la tenue d'un débat public ouvert sur les violences faites aux femmes en Nouvelle-Calédonie et également leur demandant que tous les auteurs de violences faites aux femmes ne soient plus éligibles. Qu'en pensez-vous? Alors, votre réponse? Elle a tout à fait raison. C'est intolérable qu'on mène, parce qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs. Je veux simplement dire que dans beaucoup de pays, les femmes comme les enfants sont des victimes. C'est les éléments les plus faibles de la société. Et donc, c'est un fléau qu'il faut combattre avec sévérité. Donc vous, par exemple, vous pourriez, au nom de l'UC, déposer au Congrès une motion comme ça, un texte pour que les élus qui ont été condamnés pour des violences faites aux femmes ne soient pas éligibles? Ne soient pas éligibles. Ça, c'est quelque chose que vous soutenez? Eh oui, parce que moi, je ne peux pas aller pavaner devant la population en faisant miroiter la lune si derrière, dans mon foyer, je fais subir de la misère à ceux qui me sont proches. Et du coup, là, ce soir, vous pourriez vous engager à déposer un texte l'an prochain qui propose ça au Congrès, par exemple? Il n'y a pas de souci. Ça, c'est une bonne nouvelle, on est content. Du coup, quand même, Daniel Goa, évidemment, on ne peut pas parler de ce sujet sans évoquer Anthony Lecrin. Alors, votre parti, il a suspendu de ses fonctions l'an dernier, suite à sa condamnation par la justice pour violence contre son ex-compagne. Mais vous ne lui avez pas demandé de quitter le gouvernement.
Vous comprenez que ça ait pu choquer les femmes de ce pays? Tout à fait. Et pas que les femmes d'ailleurs. Tout à fait. On a subi encore les conséquences de cette décision. Seulement, ça a été aussi une réflexion qui a été menée sur l'impact de l'indécision. Si on prenait cette décision, quel aurait été l'impact? Donc, en le laissant là, on n'améliore pas la situation, mais en le sortant, partir, ouais. On aurait à 2 ans, à 3 ans de la fin du mandat et surtout du référendum, on aurait fait que réalimenter ce qu'on a connu récemment en dernière mandature, c'est-à-dire la stabilité. Donc, oui, mais du coup, le signal, ça veut dire, quel signal ça envoie à la société? C'est que c'est pas si grave, finalement, de frapper sa femme? Si, c'est aussi grave, mais seulement quand on regarde la conséquence sur la société, si on amène une instabilité au niveau du pays à une époque aussi importante, je pense que... Oui, mais un ministre, ça peut se changer. Oui, mais s'il y avait que le ministre à changer, ça aurait été différent. Mais si en plus on rechange l'ensemble du gouvernement, on a su les difficultés que le gouvernement actuel a connues pour se mettre en place. On va passer à notre dernière, parce que malheureusement on n'a plus le temps, à notre dernière rubrique qui s'appelle Mon pays. Alors Daniel Goa, comme on est très pris par le temps, je vais aller très vite. Vous, le pays, évidemment, vous le voyez indépendant. Juste très rapidement, pourquoi est-ce que finalement on serait plus heureux en Kanaki qu'en Nouvelle-Calédonie? Nous l'analysons en termes de ressenti de Kanak. Nous sommes le pays, le peuple colonisé. Je refais des discours que tout le monde rejette aujourd'hui parce qu'ils en sont blasés, mais c'est une réalité que les uns et les autres... Et donc, nous sommes celui qui est reconnu à l'ONU qui doit demander son indépendance. Après, en 1983, nous avons accepté ce qu'on a appelé les victimes de l'histoire. Donc, nous devons faire communauté ensemble. Et donc, ça a été les différents accords jusqu'à l'accord de Nouméa qui nous conduisait vers une sortie et un destin commun. Donc c'est une question de principe finalement. Voilà. On a une question Facebook de Adam qui nous dit « KNS a été sauvé par l'État. Si demain on est indépendant et qu'on connaît des difficultés, qui nous aidera ?» Parce que c'est vrai que l'État quand même, ils ont mis 24 milliards pour chacune des 3 usines. Alors qui nous aidera demain si on est indépendant? Parce que l'État est présent, il ne peut pas prendre le risque de laisser démanteler une usine qui a été mis là politiquement pour les rééquilibrages. Donc ce n'est pas comme l'usine de Vallée, ce n'est pas comme la SLN, l'usine du Nord, c'est une usine politique. Sa question c'est si jamais on est indépendant, qu'il y a des problèmes à l'avenir, en 2200 par exemple, s'il y a un problème, qui c'est qui va payer alors? Comment on va payer? La France n'est pas le seul partenaire financier qu'on peut trouver, donc il y en a d'autres. Et Très ça, bien. c'est la capacité à négocier nos interdépendances. Daniel Goa, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée sur NCTV et à l'année prochaine.